Merci beaucoup, bonjour à tous. Pour ce qui concerne ma partie, vous avez tout dit, donc je vais presque pouvoir céder tout de suite la parole à Thierry, mais enfin, bon, vous avez vu quelques photos, elles sont toutes récentes, elles ont été prises la semaine dernière, au nord de la mer de Baffin, c'est par ici, vous voyez qu'on n'est pas très loin du pôle nord magnétique, où j'ai eu le bonheur d'aller. On regarde la carte d'abord, hein, forcément, pour une région. Première caractéristique, la question a été posée tout à l'heure, l'Arctique, c'est un océan entouré de terre, comme vous le voyez, à la différence de l'Antarctique, qui a une terre entourée de l'océan austral. Donc, grande différence. Alors, on définit généralement l'Arctique comme la zone à l'intérieur de cette ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est l'isotherme 10 degrés, c'est-à-dire la zone à l'intérieur de laquelle la température au mois de juillet est toujours inférieure à 10 degrés. Alors, il y a d'autres définitions, mais c'est celle qui est la plus commode, et là, elle est matérialisée. Alors, ça fait 21 millions de kilomètres carrés, pour mémoire, la France, 550 000, donc ça fait 42 ou 43 fois la surface de notre pays. 40% de terre et 60% de mer. Et dans les 40% de terre, vous avez 3 millions de kilomètres carrés pour le Canada, 2,5 millions de kilomètres carrés pour le Groenland, qui est maintenant autonome, un peu plus de 2 millions pour la Russie et un petit bout pour l'Alaska. Voilà, on ne compte pas la Norvège, mais enfin, elle en est. Voilà les grandes masses. Hein. Et donc, un océan majoritairement glacé, entouré de... oui, j'ai plus l'habitude là, entouré de... Alors, cette zone a toujours fait rêver, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, dans les mots que vous avez dit, le rêve, etc. Le Nord a toujours fait rêver. Chez les Grecs, Apollon, c'est le dieu du Nord. Voilà. Dans la Bible, dans l'Exode et dans le livre d'Ézéchiel, le Nord, c'est le lieu du paradis. Dans les civilisations orientales, même chose, le Nord a un rôle, et donc tout ça se résume dans cette citation de Malory, Jean Malory, l'auteur de Ultima Thule, et voilà ce qu'il nous dit, si ça s'ouvre, ça symbolise bien ce que j'ai... Voilà, depuis l'aube des temps, le pôle, espace sacré, siège présumé du paradis, hein, Apollon, Ézéchiel, a fait l'objet de spéculations les plus singulières. Voilà, il y a toujours eu un mythe du Nord, et les hommes ont toujours cherché à aller vers le Nord. Alors, quelques repères historiques pour montrer comment finalement les hommes ont pénétré jusque-là. Dans la préhistoire, on ne sait pas très bien quand, en tout cas pour ce qui est la partie canadienne, Alaska, Canada, Groenland, les hommes sont arrivés à pied, hein, d'Asie, par le détroit de Bering, suivant les caribous. Hein, à l'époque, le détroit de Bering était probablement à sec. Donc, ils sont... Alors, ceux côté Sibérie, bah, ils sont venus à pied vers le nord. Les autres, ils ont passé le détroit de Bering et ils sont venus s'installer. Donc, d'abord Alaska, ensuite Nord-Canada et puis Groenland. Bon, les traces de civilisation qu'on a, et on en aura davantage avec la fonte des glaces, c'est il y a 4500 ans. On a des traces de civilisation là-bas d'il y a 4500 ans. Alors, pour ce qui est des Occidentaux, si je peux dire, hein, le premier dont on dit qu'il a été là-bas, c'est le grec Pythéas, qui a navigué jusqu'en Islande. Et puis après, c'est la saga des Vikings, à partir de la fin du premier millénaire. Hein, c'est les Vikings qui quittent le Danemark et puis qui s'installent sur la côte sud du Groenland. Ils vont rester quelques centaines d'années, et à la suite d'un changement, ils vont en profiter pour aller en Amérique. Hein, c'est pas encore inscrit dans le livre des records, mais enfin certainement ils y sont allés. Et puis ils sont repartis à la suite d'un changement climatique. Et puis après, ça a été la découverte des Européens ou des Américains, avec, vous voyez, une pénétration quand même relativement tardive. Je vous ai mis simplement quelques dates, je ne vais pas toutes les citer, mais pour vous montrer que c'est relativement tardif, hein, 18e siècle, 19e siècle, et vous voyez que les passages dont on va parler tout à l'heure, le passage du Nord-Ouest 1906, c'est quand même assez récent, 1958, le Nautilus va sous la calotte polaire, et le premier homme qui atteint le pôle géographique à pied, 1969. Vous voyez, c'est vraiment tout récent. Et puis, j'ai noté ça, 48-53, Paul-Émile Victor, hein, fait des expéditions au Groenland. Donc, vous voyez cette histoire relativement récente qui montre
l'engouement de l'homme, mais aussi la difficulté à pénétrer ce pays pour des raisons climatiques, climat extrême. Donc c'est au fur et à mesure de la progression des sciences dans tous les domaines que le mouvement se fait vers la découverte du Nord. Et ce mouvement s'accélère à la fin du XXe siècle ou dans les dernières années du XXe siècle sous trois phénomènes. Le premier, c'est toujours le développement des sciences et des techniques dans tous les domaines, que ce soit la construction navale pour les coques, que ce soit la propulsion nucléaire pour des gros brise-glaces, que ce soit les communications, que ce soit la cartographie, etc. etc. Tout ça fait que c'est un peu plus facile de s'y retrouver dans ces zones. Voilà. Le deuxième phénomène, c'est qu'avec cette pénétration, et déjà depuis un certain temps, on découvre des richesses qu'on juge considérables. On va jusqu'à dire que 20% des ressources mondiales de pétrole, de gaz et de minerais seraient là. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? Bon, tout ça suscite une espèce d'engouement. Et le troisième phénomène, c'est le réchauffement climatique, dont certains aspects peuvent favoriser la pénétration dans ces zones. Donc, sous la conjonction de ces trois phénomènes, il y a une espèce d'engouement à la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle pour l'Arctique. Engouement qui a son apogée dans les années 2007-2008. Ce sera plutôt la partie de Thierry tout à l'heure, mais on imagine qu'il va falloir organiser ça avec un peu de rêve, comme en Antarctique, où il y a un traité international qui organise, je dirais, le droit en Antarctique. Mais très rapidement, ces espérances disparaissent. En plus, il y a la crise économique à partir de 2008-2009, et puis on s'aperçoit que finalement, la pénétration même avec le réchauffement climatique, elle reste extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Donc vous voyez une montée en puissance assez lente, un engouement au début du XXIe siècle, disons, et puis le soufflet retombe d'une certaine façon en raison d'un certain nombre de facteurs. Pour autant, et je jette un œil sur moi. Pour autant, voilà, il y a des perspectives et que je vais rapidement vous brosser, qui ont été évoquées par les uns et les autres tout à l'heure, dans différents domaines. Alors, le premier domaine auquel on pense, vous l'avez évoqué, eh bien, c'est l'ouverture de routes maritimes. Si j'arrive à remettre ma carte, on voit bien que pour aller d'Europe du Nord en Asie du Nord, c'est évidemment plus court de passer par l'Arctique que de passer par le canal de Suez. Et alors, je vais le remettre là pour vous montrer. Voilà, ouvrir avec. Voilà. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus court de passer par là que de faire le tour par l'autre côté. Alors, trois routes a priori en perspective, dont une, je dirais, déjà opérationnelle et qui a eu une certaine vigueur, c'est ce qu'on appelle le passage du nord-est, c'est-à-dire qui va relier le nord de la Scandinavie au détroit de Bering et au Pacifique, en longeant les côtes de Sibérie. Les soviétiques, puis les Russes se sont intéressés, alors avec des hauts et des bas en fonction de l'état de la situation politique dans leur pays. Thierry parlera de tout ça tout à l'heure. Hein. Cette route fait gagner sur le trajet Nord-Europe, Asie du Nord, 30%. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc ça c'est la première route. Elle est opérationnelle déjà, elle est ouverte à un certain nombre de mois par an, derrière des brise-glaces. Hein. Et on voit que bon, c'est celle-là qui est aujourd'hui la plus... Voilà, la plus en perspective. La deuxième, c'est le passage du nord-ouest, alors qui commence ici et qui va cheminer le long du Canada. Pour des raisons géographiques et bathymétriques, c'est-à-dire de profondeur, ça restera une route uniquement concernée par le cabotage et l'extraction des minerais, etc., etc. On n'imagine pas, pour l'instant, compte tenu de la géographie des lieux, des routes commerciales comme on peut l'imaginer de l'autre côté. Et puis la troisième, qui est en perspective, mais une perspective qu'on ne connaît pas, c'est évidemment aller tout droit, hein, ici, mais bon voilà, il y a encore de la glace, hein, je peux vous le dire, j'ai été bloqué, on n'a pas pu aller très loin, parce que tout ça c'est encore de la glace très épaisse, alors on imagine des programmes de brise-glace, de tout ce qu'on veut, mais enfin, la perspective, et on n'est pas capable de fixer de date.
Hein, de même qu'un renforcement ici de cette route, on n'est pas... Alors il y a d'autres problèmes qu'on va avoir, juridiques, économiques, stratégiques, etc. Mais rien que pour les problèmes, je dirais, géographiques, c'est celle-là la plus, je dirais, pour l'instant la plus pertinente. Donc ça c'est le premier point. Les compagnies françaises, je dirais pour l'instant, il y a une étude du cluster maritime hein, qui regroupe tout le monde maritime. Pour l'instant, il reste prudent, d'une part parce que la navigation reste quand même dangereuse. Elle est aléatoire du point de vue du timing. Ce qui intéresse une compagnie maritime, c'est la régularité. Et là, avec la géographie, c'est difficile. Conditions de sécurité, on ne peut pas dire qu'elles soient bien assurées, comme à la pointe de Bretagne, sur toute cette zone, c'est encore complètement embryonnaire. Et puis pour nos compagnies françaises, elles font pas mal de leurs revenus sur les escales intermédiaires entre l'Europe et l'Asie en passant par le sud. Là, il n'y a pas d'escale intermédiaire. Donc, voilà un peu l'état des choses pour la navigation. La deuxième perspective, c'est évidemment la pêche. Là aussi, de nouvelles zones s'ouvrent ou vont s'ouvrir et surtout les espèces de poissons migrent avec le réchauffement de l'eau. On s'aperçoit que des espèces de... On trouve des maquereaux maintenant en mer de Baffin, vous voyez. Bon, là c'est pareil, il y a des armements français qui y sont marginalement. Nos armements français de pêche sont plutôt dans l'océan Indien ou dans le golfe de Guinée et ils font un business très lucratif. Donc pour l'instant, ils ne regardent pas trop pour le nord. L'enjeu pour notre pays... c'est quand même d'être attentif à ce qui se passe pour que les réglementations futures ne gênent pas voilà, les opérateurs français qui voudraient aller dans cette région-là. On a déjà quelques armements qui y sont. Donc ça, la pêche, il y aura un enjeu, et encore on n'est pas capable d'en fixer le terme. Mais restez attentif à ce qui se passe, être présent dans les commissions internationales. Ouais, non, juste, on peut vous poser des questions, vous voulez que vous dérouliez, qu'on pose après. L'idée c'était de poser après, mais Ouais. Non. Voilà. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu des ressources minières et pétrole et gaz. J'en ai déjà parlé. On a cité des chiffres très important. Je ne vais pas en citer parce que je serai contredit par le premier contre-expert. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais que les conditions économiques d'exploitation ne sont pas forcément dire à la hauteur des espérances. Bon, pour le pétrole, il y en a. Total a passé des accords avec des compagnies russes, mais ils sont quand même extrêmement prudents parce que vous avez évoqué le sujet. Le risque écologique est considérable. Et il a été beaucoup plus pris en compte après la catastrophe du golfe du Mexique, où on s'est aperçu que même dans un endroit tempéré, juguler une fuite, c'était extraordinairement compliqué. Vous imaginez quand il fait moins 40, qu'il faut un brise-glace pour le moindre bateau. Donc il y a une extrême prudence. Les compagnies françaises, Total en particulier, y est quand même, mais voilà, avec prudence. Pour ce qui est des minerais, il y a de tout. Il suffit de se promener sur la côte dans les cailloux pour voir qu'il y a du cuivre, qu'il y a du fer, parce qu'on le voit. Puis il y a tout le reste, il y a tout. Du nickel, du chrome, du tungstène, du mercure, il y a absolument tout, dans des proportions qu'on a du mal à estimer. J'ai cité 20% tout à l'heure, mais on n'en sait en réalité vraiment rien. Tout ça dépend des conditions économiques. Tout ce que je peux dire, j'ai visité une mine de fer sur la côte du Nunavut, actuellement, qui n'est pas très loin de la côte. Actuellement, le prix de revient de la tonne, c'est 2 fois plus cher que la moyenne du prix de vente de la tonne de fer qui vient du Chili ou de chez nous, hein, ou de Suède, etc. Voilà, donc les échéances, encore une fois, on ne peut pas dire, ça va dépendre du marché. Bon, voilà pour rapidement brosser, il y a beaucoup de choses. Les conditions économiques et les conditions écologiques feront qu'on ira ou qu'on ira avec prudence. Enfin, avant de parler un petit mot de l'environnement, je suis toujours dans mon temps à peu près, le tourisme, ça a été évoqué, hein, majoritairement un tourisme maritime, marginalement un tourisme terrestre d'expédition, notamment à partir du Spitzberg, du sud Groenland, et puis aérien pour ceux qui ont beaucoup de moyens, mais c'est un tourisme de luxe. Hein, c'est un tourisme de luxe. Aller en Antarctique aujourd'hui, je dirais que le ticket d'entrée, c'est entre 10 et 15 000 euros pour une douzaine de jours, minimum. Hein, donc ça refroidit les ardeurs, mais il y a un potentiel, il y a une clientèle pour ça.
Et des compagnies françaises, notamment une compagnie française, s'est inscrite sur le créneau et réussit des performances vraiment très importantes. Et ce que j'ai apprécié, puisque je l'ai vu, avec une maîtrise des problèmes écologiques, enfin voilà, les Français, à la différence de certains autres pays, font ça assez sérieusement vis-à-vis de la question écologique, que ce soit en Antarctique ou que ce soit en Arctique. Donc un mot sur cet aspect, c'est vraiment toutes ces activités dont je vous ai parlé, elles ont évidemment des enjeux sur l'environnement et sur les populations, mais Thierry parlera peut-être des populations. Sur l'environnement, c'est sûr. Évidemment, les opérateurs, que ce soit touristiques ou économiques, essayent de les limiter, prendre ce risque en compte. Mais il y a un phénomène qu'on a du mal à apprécier et qui est peut-être... Enfin, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la fonte entraîne la multiplication à la fois des icebergs et des dérives de banquise, parce que vous avez des glaçons, deux types de glaçons, il y a l'iceberg et il y a la banquise à la dérive. Donc il y a là deux conséquences, ils se multiplient, donc ils vont dériver, puis ils mettent longtemps à fondre, donc ils vont proliférer d'une part, et puis d'autre part, la glace stabilisait les tempêtes, et là, moins de glace, plus d'eau libre, plus de tempêtes. Donc plus difficile pour les bateaux de commerce ou les bateaux de pêche ou les bateaux de tourisme de pénétrer là-bas. Voilà, donc il faut bien voir ça. Et puis le deuxième point, c'est la fonte de ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire le sol qui est gelé jusqu'à 20-30 mètres. Et cette fonte du pergélisol qui commence à être manifeste, elle a des conséquences dramatiques sur les infrastructures. Et tout ce qui est installation minière, port, installation de sécurité, tout ça, ça part en quenouille parce que c'est ancré dans le pergélisol fond, et donc on ne sait pas très bien comment on va faire. Voilà, je pense que dans les enjeux de fonte, il y a ça qu'il faut bien prendre en compte et qui va singulièrement compliquer l'exploitation, sans compter les autres enjeux dont Thierry va vous parler maintenant. Merci. Merci Laurent. Je change juste d'ordinateur. Et je vais utiliser un petit diaporama que j'ai préparé pour vous, qui est tout à fait à la fois synthétique et puis express. Je vous demande une seconde. Attends. Non, c'est en... Une question, pardon. Ah ben oui, je suis bête. Des ressources minières, Oui. C'est sur la côte ou c'est dans les fonds marins? Alors, les ressources pétrolières et gazières, c'est essentiellement sur les fonds marins, enfin, de ce qu'on estime, hein, mais on sait que 80% c'est dans les fonds marins, donc compliqué à extraire. Et puis les autres, c'est plutôt à terre, hein, tout ce qui est fer, etc. Juste, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dite dans la fonte du pergélisol, c'est qu'une des conséquences aussi, eh bien, c'est qu'un tas de cochonneries industrielles nucléaires qui ont été stockées depuis des dizaines et des dizaines d'années, notamment presque exclusivement, mais pas complètement, parce qu'il y a des installations militaires américaines au Groenland dont personne n'avait jamais entendu parler et qui sont dans ce cas-là. Mais ce qui relâche le plus de cochonneries, c'est quand même toute la zone industrielle, parce qu'il y en a du nord de la Sibérie, et tout ce qui est amené par les fleuves qui se jettent dans et qui était pris dans la glace, pris dans la banquise, et tout ça, c'est pour nous bientôt. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien, mais les mesures qu'on a faites, et moi je suis allé là-bas faire des mesures il y a quelques années, observer ce qui se passait, il y en a beaucoup. Et ça, c'est très très inquiétant. Il y a une pollution nucléaire importante. Il y avait un polygone nucléaire en Nouvelle-Zélande. Oui, alors Nouvelle-Zélande, devant Mourmansk, tout ça, j'ai passé des semaines et des semaines là-haut pour faire des mesures. Et donc là, et ça va s'amplifier avec la fonte des glaces, parce que beaucoup de ces cochonneries ont été immergées soit sous la glace, soit dans la glace. Hein, et puis notamment tous les échappements de toutes les usines, les installations industrielles qui ont été faites du temps essentiellement de l'Union soviétique. Maintenant, ils prennent davantage ça en compte. Et là, il y a certainement
une source importante d'inquiétude. C'est quoi comme type de substance? Eh ben, c'est des métaux lourds, c'est du mercure, c'est des déchets radioactifs, c'est des déchets chimiques, voilà, c'est des résidus d'usine. Concernant Voilà, c'est bon, le je te remercie. transport maritime, il y a actuellement des droits. Thierry va... Et quelle est la hauteur Je te remercie. de glace au Tu me diras milieu, tout à l'heure comment à tu as peu fait. près estimée de... Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est plusieurs mètres. Oui, non, mais c'est pas 50 mètres, hein, c'est plusieurs mètres, il y a de l'eau dessous, un sous-marin peut naviguer, et puis Pour la voilà. banquise, l'épaisseur Ouais. de la banquise, c'est au maximum 5 mètres. 5 mètres, voilà. Ouais. Oui, oui. C'est une capsule salée, solide, qui est en train de fondre de plus en plus l'été et qui est en train de devenir de moins en moins épaisse. Et troisième caractéristique, la glace qui se reforme en hiver est de moins en moins solide, profonde, et ce qui fait la caractéristique de la banquise, c'est non pas la glace qui se forme en hiver, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur de la banquise, c'est-à-dire des glaces extrêmement solides. Donc elle se fragilise. Vous m'excusez pour tout à l'heure, vous avez compris une chose, en tout cas, c'est que vous avez une certitude, il y en a beaucoup d'incertitudes dans l'article, mais une certitude, c'est que je ne suis pas ingénieur informaticien et que je remercie notre ami pour cette aide très, très nécessaire. J'aurais juste une question. Vous avez parlé des rejets d'éléments radioactifs. Est-ce qu'il y a des programmes en cours de recherche pour tout ce qui va être impact sur la biodiversité justement en Arctique? Oui, oui, on va en reparler si vous voulez tout à l'heure à propos de la pollution nucléaire. Donc, très rapidement, et je vais aussi essayer, même j'y m'y astreindrai, de tenir dans les temps. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise autrefois tout à fait à 80 degrés de latitude nord. Vous voyez, on est très près de la banquise dans l'archipel du Svalbard qui est norvégien. Je vous montre une carte qui est à peu près identique à celle de Laurent, où vous voyez très bien donc la représentation de l'Arctique, c'est-à-dire que l'Arctique, il faut le regarder à la verticale du pôle Nord. C'est la seule représentation possible qui soit à peu près fidèle sur le plan géopolitique. Vous reconnaissez un pays arctique, la Norvège, le cercle arctique le passe ici, et l'archipel du Svalbard dont je vous parlais à l'instant est très haut placé et donc est tout à fait à l'intérieur du cercle polaire. Vous avez le Groenland, vous reconnaissez peut-être l'Islande, vous avez cet archipel, comme on le dit, du Canada, bien sûr l'Alaska de l'autre côté de la métropole canadienne, et puis le détroit de Bering, toute la Russie, et le Groenland, j'ai oublié de le dire, bien sûr, est danois. Vous avez une représentation qui, pour nous, en géopolitique, est préférentielle. C'est le cercle polaire, c'est 66 degrés de latitude nord. C'est le même cercle polaire, évidemment, que vous retrouvez au sud, autour de l'Antarctique. Et vous voyez les 5 pays riverains. Ce qui fait que, sur le plan terrestre, la Suède et la Finlande ne sont pas arctiques et l'Islande n'est pas arctique. Vous voyez la même carte qui est très intéressante, et vous avez également ce cercle polaire ici qui est rouge et cette ligne bleue qui est celle donc du 10 degrés maximum de moyenne au mois de juillet, au plus chaud. Il y a une troisième délimitation de l'Arctique qu'aiment aussi les naturalistes, c'est la disparition de l'arbre, c'est-à-dire vous passez de la taïga à la toundra. Et puis, vous avez encore d'autres définitions de l'Arctique. Personnellement, en géopolitique, nous préférons le cercle polaire. Et vous voyez que le cercle polaire, donc encore une fois, il est ici et il intéresse l'Europe, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, il intéresse l'Europe, la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne. Et sur le plan strictement terrestre, il intéresse évidemment la Suède et la Finlande.
très rapidement, nous sommes trop proches en Arctique des agglomérations, des grandes villes, en ce qui concerne les distances, ce qui n'est pas le cas de l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas d'abord, c'est une terre qui est inhabitée sauf par les experts, les spécialistes. Il n'y a pas de peuple autochtone. Et d'autre part, on en parlera tout à l'heure, l'Antarctique ne peut en rien, ou presque rien, être comparé à l'Arctique. Et il est très loin des hommes. L'Antarctique est très très loin des hommes. Et il est séparé des hommes de toute façon par l'océan glacial austral antarctique. Et donc là, nous sommes très proches des hommes. C'est important en ce qui concerne l'avenir de l'exploitation de l'Arctique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant l'Arctique? Ce sont des enjeux qui sont nouveaux, qui sont multiples, qui sont pluridisciplinaires, qui sont interactifs et qui sont évolutifs. Ce qu'on dit de l'Arctique aujourd'hui, 2017, on ne le dira sans doute pas, certainement pas de la même façon en 2037 dans cette même salle, si avec l'accord de la RPM, on se retrouve en 2037 ici. Et les enjeux juridiques, je vais vous en parler dans un instant, les enjeux politiques et les enjeux stratégiques, stratégiques au sens militaire du terme. La modestie est de mise en ce qui concerne l'Arctique, en ce qui concerne les prévisions ou les projections. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement humble en ce qui concerne les enjeux de l'Arctique. Tout à l'heure, Laurent a rappelé que l'US Geological Survey en 2008 a dit que 13% des réserves non prouvées de pétrole et 30% des réserves non prouvées de gaz se trouvaient en Arctique. Ça a eu un effet dévastateur d'un point de vue médiatique parce que c'est tout simplement, on tire des plans sur la comète. Et vous voyez qu'après la catastrophe du golfe du Mexique en 2010, c'était à 1500 mètres de profondeur, on a mis 6 mois à poser un bouchon sur la fuite. Et tout près de tous les centres de secours, évidemment états-uniens, américains, canadiens, c'était vraiment un endroit très favorable pour l'acheminement des secours. Et en eau tempérée en plus, notre société française Total, il y a en 2012, très officiellement, a dit qu'à haute latitude, il s'interdisait d'explorer, a fortiori d'exploiter du pétrole, pas le gaz, mais du pétrole. Car il fait, je peux vous le dire, très froid, il fait nuit tout le temps, au moins une moitié de l'année, l'eau est glacée, le pétrole se dilue très mal en cas de marée noire dans ces eaux glacées, les remorqueurs sont peu nombreux. Moi, j'ai souvent parlé sur place avec les remorqueurs et des Norvégiens. Tout ça, c'est un scénario catastrophe. Et Total a eu très raison de dire on arrête tout ça. Alors, les enjeux juridiques, une chose importante, c'est qu'il y a en service d'ailleurs en vigueur depuis le 1er janvier le code polaire, qui oblige les constructeurs de navires, les armateurs, bien sûr les compagnies qui exploitent les navires, les équipages, au respect d'un certain nombre de règles, en faveur de la sécurité, bien sûr, de la navigation, en faveur de l'environnement. C'est le début de quelque chose. Il faudra attendre certainement 20 ans, 30 ans pour voir confirmer le bien fondé de ces précautions. Autre enjeu juridique, alors vous pouvez l'oublier, mais j'ai pris quand même une photo, ce sont les litiges territoriaux. Alors vous en avez un qui est connu entre le Canada et le Danemark. Vous voyez, c'est entre justement donc le nord-ouest du Groenland et le nord-est de l'archipel canadien. C'est la fameuse île de Hans. Et de temps en temps, les Canadiens vont planter un drapeau canadien, les Danois un drapeau danois. Il y a des photos célèbres là-dessus. Ça n'a aucune importance. Ça sera résolu par la négociation. En plus, ce sont deux pays occidentaux. Et même en ce qui concerne l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis, il y a eu un accord qui s'est facilement trouvé. Ici, vous voyez, au milieu du détroit de Bering, il y a deux îles, les Diomèdes, la petite Diomède qui est américaine, la grande qui est soviétique, ou qui était soviétique et russe, et il y a eu un partage très facile à trouver, qui a été ratifié par le Sénat américain, etc. Donc les différents territoriaux seront solubles dans la négociation. Nous en sommes tous à peu près sûrs. Alors, une question juridique plus compliquée, c'est le plateau continental. C'est-à-dire que le plateau continental, c'est une sorte de montagne sous-marine qui part des côtes et qui va vers la haute mer. Et les soviétiques, les Russes, donc considèrent que leur plateau sous-marin donc enjambe le pôle Nord, va vers le Canada, dans cette direction-là, et va vers le Groenland. C'est ce qu'on appelle la dorsale Lomonosov, et qui tranche personne.
qui tranche personne. Alors c'est important, pourquoi? Parce que, évidemment, si le plateau continental, géologiquement, est considéré comme russe par Moscou, ça lui ouvre un certain nombre de droits à l'exploitation. Comme pour les zones économiques exclusives, même chose. Donc si vous voulez, le plateau continental, c'est un différend compliqué. Il y a une commission à l'ONU de délimitation du plateau continental, 20 géologues qui sont aussi indépendants et neutres que moi en la matière et qui disent ce plateau continental est plutôt russe ou plutôt canadien, en l'occurrence, ou plutôt danois puisque c'est le Groenland. Donc ils mettent, pour rendre leur avis, qui n'est pas contraignant, c'est une commission de l'ONU, ils mettent à peu près une dizaine d'années pour donner leur avis. Donc les Syriens russes sont en position de force là-dessus. Ils ont même, en 2007, planté par une sorte de bathyscaphe piloté humainement, ils ont planté un drapeau en titane par 4200 mètres de profondeur. C'est un exploit d'ailleurs sur le plan à la fois humain et technique. Et évidemment, considérant que le plateau continental sous le pôle Nord, c'est à eux. Et qu'en plus, il va vers les rives canadiennes et, on l'a dit, groenlandaises. Les peuples autochtones, c'est quel droit leur accorder? Ils sont peu nombreux à l'intérieur du cercle rouge, du cercle polaire. Vous avez 4 millions de personnes, mais vous avez très peu d'autochtones. C'est-à-dire que vous avez 250 000 autochtones ici en Russie, vous en avez très peu en Norvège, en Suède et en Finlande, et vous en avez 56 000 des Inuits au Groenland, vous en avez à peu près 44 000 au Canada et 50 000 un peu moins dans l'Alaska américain. Et eux, ces autochtones, ces Inuits, dans l'Alaska américain, sont très très occidentalisés compte tenu du mode de vie des États-Unis d'Amérique. Alors vous avez un autre enjeu juridique qui est plus embêtant et qui concerne l'Europe, parce que même, vous voyez ici, le Danemark, il a de facto, non pas de jure, mais de facto, donné l'indépendance au Groenland à 56 000 personnes, essentiellement des Inuits, mais ce sera aux Groenlandais de décider le moment venu de passer à l'indépendance de jure. Mais le référendum a eu lieu et c'est aux Groenlandais, compte tenu de leur éventuelle richesse, de devenir indépendants. Ça concerne un pays de l'Union européenne, et vous voyez que ça fait écho, puisque de quel droit est-ce qu'un pays de l'Union européenne accorde l'indépendance à 57 000 personnes, certes, dans des endroits extrêmes et certes ethniquement très particuliers des Inuits, et de quel droit vous allez le refuser à des millions d'Écossais britanniques, à des millions de Catalans espagnols, et je suis contre l'indépendance de l'Écosse par ailleurs et de la Catalogne. Pas du tout. Bon. Et donc si vous voulez, là ça soulève une question de principe. Évidemment, une fois les Groenlandais devenus indépendants, sur le plan géopolitique, ils basculeront, ils tomberont dans l'escarcelle des États-Unis. Car il faut bien considérer que le Groenland, depuis la guerre, on va parler dans un instant, est une sorte de porte-avions à quai, bien que ce soit une île. C'est un porte-avions immobile pour la grande stratégie américaine. Ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est inestimable pour les États-Unis. Les États-Unis feront tout pour que le Groenland indépendant soit dans l'orbite, dans la mouvance des États-Unis. Alors les enjeux politiques, deuxième des trois volets, les enjeux politiques. Alors le seul pays qui a une vision mondiale de l'Arctique, ce sont les États-Unis. Pourquoi? La liberté des mers, la liberté des détroits, la liberté des canaux. C'est le seul pays au monde, depuis la guerre à peu près, qui considère que les océans relèvent de leur autorité. La liberté de circulation sur les mers. C'était une vision très anglo-saxonne et très économique, évidemment, de la projection des États-Unis dans le monde. C'est le seul pays qui a une vision mondiale. Assurer la liberté des mers, supériorité maritime mondiale, imposer le statut des détroits, et là c'est à la fois juridique et politique. Il y a la route du nord-ouest le long du Canada et la route russe du nord ou du nord-est, c'est la même chose. Eh bien ces routes-là, est-ce que ce sont des détroits? Est-ce que ce seront des détroits une fois que la glace sera fondue et que les passages seront complètement aqueux, ce seront de l'eau salée, de la mer, ou est-ce que ce seront des eaux intérieures? Le Canada dit ce seront des zones intérieures. Les États-Unis disent non, ce seront des détroits internationaux, avec liberté de navigation pour tout le monde. Et donc, évidemment, des détroits sont ouverts par définition à tout le monde. Détroits internationaux, avec un certain nombre de contraintes, bien sûr. Et le Canada et la Russie
développent la même ligne d'argumentation juridique. Pour nous, Russes, pour nous, Canadiens, ces routes du Nord-Ouest pour le Canada, ces routes du Nord, cette route du Nord pour la Russie, ce seront des eaux intérieures. Ce sera chez nous. Et ce ne sont pas du tout les mêmes contraintes pour le passage des bâtiments, que ce soit des bâtiments militaires ou des bâtiments marchands. Donc là, ils sont en délicatesse, les États-Unis avec le Canada, et c'est une sorte de gentleman disagreement, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. Et ils ont acté cela en disant on ne s'entendra pas là-dessus. Et vous remarquerez que l'Europe, c'est important, puisqu'il y a un pays européen, c'est le seul qui est arctique via le Groenland, c'est le Danemark, eh bien, européen de l'Union européenne, l'Europe considère que ces deux routes, une fois qu'elles sont totalement liquides, on va dire, seront des détroits internationaux. Donc ça, c'est important de voir les lignes d'alimentation. Alors, et bien entendu, les États-Unis font tout pour ne pas mêler aux grandes questions arctiques, notamment des litiges, l'Alliance Atlantique, l'OTAN. D'autant plus qu'ils sont en litige avec l'un des principaux pays de l'OTAN, qui est le Canada, en Amérique du Nord. Alors, vous voyez les routes maritimes, on les a vues, les raccourcis que cela pose, mais vous savez que pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, on a fait le tour de l'Afrique. Le canal de Suez n'a été percé, ouvert à la navigation, qu'en 1869. C'est-à-dire hier matin. Et à 5 reprises, c'est important, à 5 reprises, le canal de Suez, pour des raisons politiques, a été fermé, notamment entre 1967 et 1975, pour des raisons dues au conflit israélo-arabe. Voici les routes maritimes mondiales, et vous avez cette route future, transpolaire, l'été seulement, puisqu'il n'y aura plus de banquise l'été, et à ce moment-là, on pourra prendre cette route-là et éviter le cheminement le long de la Russie, éviter le cheminement le long du Canada. Je vous rappelle une chose, on n'y pense jamais assez, c'est que ce sera important pour l'Europe, cette route transpolaire, parce qu'il y a un pays qui n'est pas de l'Union européenne, mais qui est européen géographiquement, c'est la Norvège, et qui est arctique par le Svalbard, un archipel très éloigné. Et pourquoi? Parce que cette route va longer la Norvège. Donc il y aura une réactivation de la place de la Norvège dans la géoéconomie maritime mondiale, au moins l'été, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on verra. Sachant que, les spécialistes le disent, la banquise se reformera toujours en hiver, au moins au cours de ce siècle. Et que si elle ne se reforme pas en hiver, il faudra sans doute, dans ce cas-là, attendre peut-être le prochain siècle. Alors, les ports mondiaux, vous voyez le passage des détroit de Bering, les ports mondiaux sont importants. Vous avez, parmi les 20 premiers ports mondiaux, de commerce évidemment, 85% sont asiatiques, 85% sont asiatiques parmi les 20 premiers, et 65% sont chinois. Et vous voyez l'importance des ports chinois qui commandent on va dire, les activités portuaires mondiales. Maintenant, le deuxième pays important, c'est la Russie, mais c'est une vision uniquement régionale. Et pourtant, c'est le seul pays important de l'Arctique. Les États-Unis, c'est pour le commerce, ils ont une vision mondiale de l'Arctique. Ce sera une sorte de petite Méditerranée, un jour, l'été, dans les décennies à venir. Mais la Russie, c'est le seul pays important de l'Arctique. Pourquoi? Parce qu'ils ont la géographie pour eux. Vous le voyez ici, 160 degrés de longitude de Mourmansk, le haut de la Norvège, hein, Mourmansk en Union soviétique ou en Russie, et jusqu'au détroit de Bering. Et ils ont la géographie pour eux. Si vous regardez l'Arctique, donc le monde à la verticale du pôle Nord, à la verticale comme une sorte de globe, vous regardez le globe à la verticale du pôle Nord, la moitié de la Terre, évidemment en longitude, 160 degrés, ça fait presque la moitié, c'est russe. Ils ont la géographie, ça ne changera pas. Ils ont l'histoire, ils ont les connaissances scientifiques, ils ont les héros des explorations et des expéditions, non seulement maritimes, mais également aériennes, dans les années 30, remarquables, et ils ont pour eux une très très grande connaissance de ce milieu. Et d'autre part, ils ont provisoirement, pour encore quelques 20 ans peut-être, ils ont cette route qui est ouverte. Je regardais les chiffres, je les ai peut-être mis là, je vous les donne tout de suite. On ne transporte rien, pourtant cette route est importante, elle est praticable, contrairement à la canadienne, mais on transporte 7 millions de tonnes en 2000, on a transporté 7 millions de tonnes en 2016, et c'est infime, c'est rien. Et même si c'est 50 millions un jour, ce ne sera rien par rapport au grand trafic qui passe par le Panama, mais surtout par Suez, et encore plus par Malacca.
qui sont des artères du commerce mondial. Alors vous voyez la route du Nord, j'ai pris les chiffres excusez-moi d'ailleurs, j'ai mis 2016, c'est le chiffre de 2017, j'ai fait avant-hier une erreur, c'est 2017. Vous voyez, il y a eu 94 bateaux qui sont passés au centre, surtout au centre de la Sibérie russe, 18 pétroliers, mais pas tellement pour des transits bord à bord est-ouest, c'est surtout du cabotage. Et c'est des cargaisons un peu du vrac, si vous voulez, c'est des cargaisons très diversifiées. Et seulement 19 bateaux ont effectué le transit du détroit de Bering jusqu'à la Norvège ou l'inverse. Donc ne majorons pas les possibilités. Laurent l'a dit très bien, les armateurs et les assureurs disent tous, vous leur posez la question, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On continuera à traverser le canal de Panama, Gibraltar, Suez, tout ça est très éprouvé, et Malacca. Et les investissements sont tellement énormes en cas d'avarie, et les secours, l'acheminement. N'oubliez pas qu'il fait nuit une très grande partie de l'année, et qu'il fait horriblement froid. Et que, je parle sous le contrôle de Laurent, mais non seulement les hommes n'aiment pas le froid, mais le métal, c'est-à-dire les machines, n'aiment pas le froid. Et demandez aux gens qui sont responsables de stations pétrolières dans l'Arctique, c'est épouvantable. Le métal n'aime pas le froid. Et fonctionne. Alors, vous voyez ici la Russie qu'on voit sur la route du Nord. Il faut être escorté par des bâtiments, des porte-avions, des brise-glaces, à propulsion nucléaire. Les Russes sont les seuls à avoir des brise-glace à propulsion nucléaire qui donne l'autonomie, qui donne l'endurance, qui donne la puissance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est coûteux, et évidemment, le bâtiment marchand va payer des taxes pour être escorté par un brise-glace. Voici un de ces fantastiques brise-glaces, l'un des plus puissants russes, et ils sont en train de les renouveler à partir des années 2025, en gros, et ils seront toujours les champions des brise-glaces. Les États-Unis ont 2 brise-glaces, ce sont de petits brise-glaces, et généralement, il y en a un qui est toujours en maintenance sur les 2. Et les Canadiens ont très peu de brise-glaces, et de petite puissance, et à propulsion classique. Alors, ici, c'est des photos que j'avais prises au musée de l'Arctique et de l'Antarctique à Saint-Pétersbourg, et vous voyez des reconstitutions de la vie des Russes, donc dans leur base. Ils ont une endurance extraordinaire, les Russes, c'est eux qui connaissent le mieux l'Arctique, sans commune mesure avec tous les autres. Alors ça, c'est une photo que j'avais prise au Svalbard, vous voyez, qui se trouve ici. C'est une concession minière russe, soviétique d'abord, russe, désolée, Barentsburg, qui est pour ainsi dire à l'abandon. Il y a encore quand même quelques Russes. Et puis le dernier élément, c'est le Canada. Lui, il n'a pas une vision mondiale comme les États-Unis, il n'a pas une vision régionale comme la Russie, il a une vision nationale. Pour lui, c'est extrêmement difficile, le Canada, de défendre cet archipel canadien. Vous voyez la route du Nord-Ouest que j'ai mis grossièrement, j'ai mise en rouge, et vous la voyez ici, j'ai mis l'agrandissement, c'est horriblement compliqué. Il y a 40% de la superficie donc, du Canada qui est arctique, 75% des côtes. La route du Nord-Ouest est très difficile. Il y a seulement 44 000 Inuits et qui quand même rendent service, qui sont très peu armés, mais qui sont un peu comme des gardes-côtes terrestres qui connaissent parfaitement le milieu, puisque ce sont des Inuits, qui sont intimes avec le milieu arctique. Alors pour l'Union européenne, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais ce n'est pas le moment. Pour la France, il y a quand même des ambitions, non seulement à affirmer, mais à consolider pour la France, dans plusieurs secteurs. Et notamment dans le secteur des hydrocarbures, évidemment, et surtout le gaz, qui ne soulève aucune difficulté d'exploitation en Arctique, enfin, aucune, pour ainsi dire. Il y a les bases vies, ce qu'on appelle les bases vies. Nous sommes de grands spécialistes des bases vies en milieu extrême, de tout temps. Et il y a l'espace, c'est-à-dire les moyens satellitaires qui sont évidemment très importants pour la connaissance de l'Arctique. Et voilà déjà 3 domaines. Et puis il y a le 4e domaine d'excellence, que connaît mieux que moi Laurent, c'est évidemment notre expertise dans le poser des câbles.
Il n'y a pas de câbles aujourd'hui en Arctique. Il y aura un développement incroyable des câbles d'ici à 50 ans en Arctique. Et nous avons un secteur d'excellence, c'est le poser des câbles sous-marins, qui est une affaire, j'en ai parlé avec des commandants de bâtiments très particuliers. C'est très compliqué de poser des câbles sous-marins, même si nous le faisons depuis le milieu du 19e siècle. Mais nous avons une expertise. Et évidemment, nous sommes bien placés pour cela. Alors, juste un mot des enjeux stratégiques. Il faudrait, pour être puissant militairement en Arctique, toutes ces qualités. Ne les regardez pas une par une. Il est évident que personne ne les a, et même les Russes. D'autre part, les Russes militarisent d'une façon terrestre en jaune l'Arctique. C'est une carte que j'ai faite pour vous il y a une semaine à peu près, et elle est vraiment très à jour. Il y a des centres de secours qui sont opérationnels en mauve, et puis il y a les centres de secours et de sauvetage à terme qui sont en bleu. Je regardais Pévec sur la carte tout à l'heure à propos de la difficulté de la navigation dans la route du Nord. Cet été, enfin pas cet été, au mois de janvier ou février, sauf erreur, des bateaux sont partis de la péninsule de Yamal escortés par un brise-glace ici. Ils sont arrivés vers février là, ils ont été bloqués jusqu'au mois de mai, et y compris le brise-glace. Donc, parce que coincé, une fois que vous êtes dans le port est gelé, il faut attendre le beau temps, si j'ose dire. Voilà. Alors, vous voyez les installations importantes quand même en Arctique. C'est une militarisation terrestre. Elle est très instrumentalisée comme menace par les Américains. Faites attention à une chose, ne diabolisez pas les installations militaires russes en Arctique. Nous en aurons besoin ne serait-ce que pour une chose, c'est la recherche et le sauvetage. Car bien entendu que les hommes sont là, ils sont là en permanence, ils sont là pour 18 mois, ils ont des qualités, l'endurance, etc. On aura besoin de moyens militaires pour la recherche et le sauvetage en Arctique. C'est la raison pour laquelle la militarisation de la Russie Arctique n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Alors évidemment, du temps des rapports Est-Ouest, les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, se blottissaient souvent, américains, russes, ça c'est russe, sous la banquise. Et vous voyez ici, ça c'est une photo plus récente, sous-marin américain, et là aussi un autre sous-marin américain. Donc ils étaient en position de tir, souvent dans les clairières, comme on les appelle, dans les clairières de la banquise. Alors l'Arctique est important aussi sur le plan stratégique pour les armes antimissiles. Vous savez que l'atmosphère est très peu épaisse en Arctique, c'est-à-dire au pôle Nord, comme elle est très peu épaisse au pôle Sud. Verticale du pôle Nord du pôle Sud. En revanche, l'épaisseur de l'atmosphère est très importante à l'équateur. Et donc, évidemment, le fait que l'atmosphère soit peu épais au pôle, à des hautes latitudes, est très favorable aux armes, évidemment, aux armes balistiques et aux armes antimissiles balistiques. Là, vous voyez des fusées antimissiles qui sont américaines et qui sont installées en position de tir en Alaska. D'où l'importance pour les États-Unis du Groenland sur le plan stratégique, sans parler de leurs bases extraordinaires qu'ils ont à Thulé, tout à fait au nord du Groenland. Voilà, quelques remarques très simples pour les enjeux scientifiques, on en parlera ou non plus tard. J'espère que ces aperçus, ces coups de projecteur vous aident. Simplement, ils sont très schématisés volontairement, juste pour qu'on voit un petit peu quels sont les enjeux. Vous voyez que ce sont des enjeux tout à fait passionnants. Passionnants pour le géopoliticien, mais évolutifs. Donc, zéro certitude. Merci beaucoup. Bien, on va passer à la partie des échanges, mais Rémi, on ne fait pas de... Non, Parce qu'il nous reste 10 ou 12 minutes, je pense qu'on va passer directement aux questions, peut-être c'est plus... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Allez, questions. Il n'y a pas un micro-territoire français, une base de recherche? Alors, il y en a une scientifique en Arctique, c'est dans Svalbard, à Ny-Ålesund, que je connais, où il y a quelques scientifiques, aussi bien chinois que coréens, que de toutes les nationalités, et il y a des Français. Et à Ny-Ålesund, et une autre à quelques kilomètres, enfin les kilomètres sont longs là-bas. Il y a vraiment un territoire français? Non. Ah non. 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 Il y en a en Antarctique, mais il n'y en a pas en Arctique. Et en revanche, en France, il y a l'Institut polaire, donc, qui est un groupe de chercheurs basé à Brest, qui est spécialisé dans les études polaires. Donc on a un institut spécialisé, et sur le plan scientifique, on a un certain nombre de spécialistes et de compétences, et de gens qui résident dans cette base vide du Svalbard. Justement, pour parler de la question sur l'environnement tout à l'heure, est-ce qu'il y a des programmes de recherche? Alors, il y a des programmes de recherche qui sont internationaux et au profit de la Russie.
Russie, parce que l'Union soviétique avait lancé quand même en mer des chaudières nucléaires issues de leurs sous-marins nucléaires ou même de brise-glace à propulsion nucléaire. Et il y a ce qu'on appelle la poubelle nucléaire, c'est la région d'extrême ouest de la Russie, presqu'île la péninsule de Kola, c'est-à-dire à côté de la Norvège. J'y suis allé vraiment, c'est limitrophe de la Norvège. Et là, il y a des programmes internationaux parce que tout le monde a intérêt à dépolluer du nucléaire. Les Russes, ceux qui sont coupables, mais en même temps, lorsque l'Union soviétique a disparu, qui a acheté en masse du plutonium à la Nouvelle-Russie à partir de fin 91, début 92, c'est les États-Unis. Et l'uranium enrichi, on l'a pour éviter les proliférations. Parce que la goutte d'eau de mer circule et elle fait le tour du monde en 6000 ans. Donc toute goutte d'eau de mer qui passe là-bas, elle va faire le tour du monde. Donc tout le monde a intérêt, hein, on prend les choses comme elles sont, sans regarder trop le passé, et tout le monde doit s'y mettre. On parle de 15 000 fuites déchets nucléaires qui auraient été émergés là-bas. Est-ce que c'est des chiffres que vous connaissez? J'ai oublié les chiffres, mais c'est très important. C'est très important. On en a pour je pense, d'après les spécialistes, pour encore un siècle. Hein. Enfin, d'ici la fin du siècle, à dépolluer en nucléaire. Parce qu'il y a des substances, il y a des... alors les Norvégiens aident beaucoup, les Français sont associés à cela, et puis les pays puissants et riches. On a une expertise aussi dans ce domaine, à partir du démantèlement de nos installations nucléaires, centrales nucléaires, et surtout sous-marins nucléaires. Donc il y a des programmes de coopération entre la France et la Russie sur ce sujet-là. Enfin, c'est des choses qui ne font pas la une des journaux, mais sachez que ça existe. J'avais entendu peut-être à tort que la Russie, justement, ne voyait pas d'un bon oeil qu'on aille voir leur installation. Même les centrales de mauvaise qualité sur le plan de la sûreté et de la sécurité, justement dans l'extrême ouest de la Russie, dans cette péninsule de Kola, ce sont les Occidentaux, et notamment les Norvégiens, qui essaient de restaurer la situation, de l'améliorer la situation, parce que ce sont des centrales. Oui. Il y a le discours politique, et puis il y a les coopérations scientifiques qui sont... Oui, ils sont obligés d'accepter. D'ailleurs, c'est d'un intérêt commun pour la Terre entière. Et puis les scientifiques russes, comme disait Thierry, sont extrêmement compétents, donc on a aussi intérêt à se nourrir de leurs travaux. Oui, c'est un grand pays nucléaire. Pardon? C'est profond. Alors, oui, le pôle Nord. Pôle Nord, c'est ça. Les déchets nucléaires qui peuvent être très profonds, c'est ça, Barbara? Non, parce que le bassin arctique est très profond au centre, oui, mais très peu profond au bord, notamment, par exemple, au bord de toute la Russie. Qu'est-ce qui est profond? Ma question, c'est quand ils ont coulé, j'imagine, les vieux sous-marins nucléaires. Non, c'est en bordure. En bordure. Et puis, des sous-marins aussi qui ont coulé. Hein. C'est essentiellement donc péninsule de Kola, Nouvelle-Zambie aussi, donc juste au nord de la Norvège, quoi. Hein, quand vous regardez la carte, un peu en haut à droite, c'est la Nouvelle-Zambie. Vous voyez ici la Nouvelle-Zambie, elle se trouve ici, et ici vous avez eu une bombe environ nucléaire, un test, évidemment, un essai en 61, si c'est oui, en 61, de 57 mégatonnes. Hiroshima, on estime entre 15 et 17, 18 kilotonnes. 57-60 mégatonnes. Vous le voyez ici, c'est la vraie photo. Et il est évident que toute cette Nouvelle-Zambie est totalement... c'est un cimetière nucléaire, cimetière d'installation nucléaire. C'était pas que des déchets, c'était un polygone de tir. Un polygone de tir. Ils avaient 2 polygones de tir. Un chez eux à terre, et un au Nouvelle-Zambie. Est-ce que les militaires envisagent d'autres solutions? Parce qu'aujourd'hui, en mer, un jour en France, on a l'île du Levant, par exemple, qui est utilisée comme base militaire pour les essais de tir. Est-ce qu'ils envisagent d'autres solutions pour éviter justement d'abîmer la biodiversité et puis mais les tirs, très peu de pays en font maintenant. Hein. Les tirs, très peu de pays en font. Très peu. Donc la question des tirs est résiduelle maintenant. Alors vous me diriez, il y a la Corée du Nord, mais c'est un cas très particulier. Comment les peuples autochtones voient-ils leur avenir? Est-ce que les zones, par exemple, Alaska et... Alaska, ils sont très occidentalisés. Est-ce qu'ils sont en train de déserter les zones? Comment ils se projettent? Ou tous ces réchauffements et autres, ça la plupart profitent de statuts d'autonomie, ou de quasi-autonomie, a fortiori le Groenland. Les peuples autochtones les plus nombreux en Russie ont toujours été déconsidérés par le régime soviétique. C'est ce que
Staline appelait les petits peuples, c'est-à-dire des peuples résiduels et méprisés, il faut bien le dire, et ils s'organisent souvent entre eux. Il y a une grande conférence des peuples autochtones de l'Arctique, et ils demandent beaucoup plus d'autonomie, et souvent, compte tenu de la sensibilité des opinions publiques en Occident à l'égard de l'écologie, de la pollution, etc., les Canadiens, par exemple, en Amérique du Nord, ce sont eux qui donnent les protections de statut le plus favorable aux populations autochtones. C'est le Canada, d'un point de vue social. Et ils y ont intérêt. Pourquoi? Parce que beaucoup de mines se trouvent au nord du Canada, c'est-à-dire dans le Canada arctique, très loin, dans des endroits sur la planète Mars. Et donc, souvent des mines à ciel ouvert. Donc, il y a je veux dire, les droits des peuples autochtones, c'est très différent dans un pays sans opinion publique, entre guillemets, comme la Russie, même la Russie d'aujourd'hui, et des pays occidentaux qui sont beaucoup plus chatouilleux en la matière. Au Groenland, pour les Inuits qui vivent dans la partie nord, donc ce n'est pas la majorité, mais il y en a quand même quelques milliers, ils sont en train de changer de vie, c'est bien ce qu'il faut voir, parce qu'ils étaient dans une vie qui était... Il n'y a rien là-bas, il n'y a que des phoques. Donc ils vivaient du phoque. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup les Français, parce que Brigitte Bardot, c'est dans leur truc, leur vie, c'est le phoque. Bon, ils n'ont pas de légumes, ils n'ont pas de... Et tout vient de l'œil de phoque, du foie de phoque, du pancréas de phoque, de la peau de phoque, ils bouffent tout ça. Bon. Et donc, ils sont en train de basculer en ce moment. Et ils espèrent beaucoup, moi j'ai pu le voir, du tourisme. Alors, ça concerne quelques milliers de gens, mais ils sont dans ce problème cette question de bascule. Donc, quelle va être l'influence quand vous avez un village avec 80 personnes et que vous avez un bateau qui débarque avec 200 passagers, bon, voilà, comment ils vont... Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, mais ils sont dans cette transformation-là, dans cette région. C'est les enfants qui sont perdus. Les enfants sont télé, Coca-Cola, etc. Alors, c'est le problème, obésité, voilà, c'est cette transition qui est compliquée, taux de suicide important, etc. etc. Oui, ça reste transition pas facile, mais bon, ça concerne quelques milliers au plus de gens. Au côté Canada, il y a presque personne. Je vous montre une photo, ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais un jour, vous aurez, à ce propos de tourisme, si elle veut bien s'afficher, vous aurez une avarie, c'est-à-dire, sinon un naufrage, comment dit-on, ce qui s'est passé le long... Costa Concordia. Costa Concordia, ouais. Le long... Je veux dire, on ne s'amuse pas à passer aussi près, vous comprenez, et tout ça pour faire plaisir. Et un jour, il y aura certainement, non pas une marée noire, mais une petite marée noire, mais qu'est-ce qu'on fait avec... C'est une catastrophe. Les hélicoptères n'ont pas de rayon d'action, même les... Bon, c'est des sauts de puce. Les avions à long rayon d'action sont des grands avions de ligne, etc. C'est très loin de tout, l'Arctique, c'est très loin de tout. Et encore une fois, il fait nuit souvent. Le tourisme sérieux, c'est ce que fait la France, hein, avec une belle compagnie. Bon, c'est des tout petits paquebots par rapport à ça, hein, donc... avec des gens qui sont, moi j'ai pu le constater, extrêmement bien formés, extrêmement compétents sur la navigation par les glaces. Bon, malheureusement, alors c'est le cas en Antarctique où il y a une régulation de l'ensemble des compagnies, il n'y a pas d'accord en Arctique, donc il y a risque de voir ça, effectivement. Il y a une assurance pour... Ouais, mais ça, un truc comme ça s'échoue, il y a 1000 morts. C'est garanti. Non, c'est catastrophique. Alors, dans l'eau froide, on reste 3 minutes. Hein. L'amiral vient de dire une chose très très importante, c'est qu'il n'y a pas de règlement international pour le tourisme en Arctique, alors qu'il y a un règlement, non pas international, mais une entente entre les compagnies maritimes touristiques pour les croisières en Antarctique, avec des règles très contraignantes. On ne va que, je crois, 100 pas plus. À terre, des groupes de 100, on respecte évidemment. Et l'amiral dit aussi une chose très importante, c'est le choc. Alors, en Antarctique, il n'y a pas de population autochtone, donc question de ça. Mais en Arctique, j'ai vu, il y a des chocs culturels, parce que vous comprenez, c'est que c'est comme des débarquements, enfin, tout le monde parachuté à terre, si j'ose dire, quoi, des milliers de personnes qui arrivent comme des entomologistes, regarder des insectes que sont les 80, comme tu dis, 80 en plus, ouais. Personnes des villages qui ont leur histoire et qui ont une grandeur de leur société. Enfin, c'est pas parce qu'ils ne vivent pas comme nous, ce sont des gens qu'il faut respecter. Une autre question différente, c'est plutôt sur on a parlé des problèmes un petit peu territoriaux entre les différents États.
tout ce qui va être lié à la radio, si on fait venir tout ce qui est le tourisme, derrière il va y avoir un développement des infrastructures et notamment des réseaux, donc développement des radios, au niveau système radio, au niveau géopolitique, de quelle manière ça va se... Justement, ça va se monter. Système de radio, c'est-à-dire Tout ce qui va être les ondes, radiofréquence en fait, des systèmes radio. Là, je vois mal la question. Tout ce que je peux dire, c'est que Internet là-bas, 15 jours de break. Hein. Il y a des accords qui sont signés entre tous les États pour tout ce qui va être des limitations des zones radio, en fait, transfert de radio. Donc, Groenland, est-ce qu'il y a des choses qui ont été développées déjà en article? Là, je ne connais pas ce dossier du tout. Il y a une chose peut-être qu'il faut ajouter, c'est qu'en Antarctique, il y a un traité, on leur a parlé, international depuis 1959, mais il n'y a rien en Arctique. Et les 5 pays riverains que je vous avais montrés au début, avec la carte au-dessus du pôle Nord, ces 5 pays riverains se sont entendus, ces 5 pays riverains, en 2008, tout à fait officiellement, avec une déclaration d'Ilulissat, pour dire, 1, nous respectons le droit de la mer, 2, il n'y aura pas de traité international sur l'Arctique, on n'en veut pas, et 3, nous entendrons entre nous 5 en cas de litige. C'était signé par la Russie, par les États-Unis, la Norvège, le Danemark pour le Groenland, et puis la Norvège, le Danemark, le Canada, évidemment. Donc ils s'entendent entre eux. Ils sont d'accord, ils ont raison. Ils ne veulent pas de réglementation mondiale, un traité international sur l'Arctique. Ils ont raison, mais il faut que notre pays, qui n'est pas partie prenante, soit attentif à regarder ce qui se passe et que ses droits soient préservés pour l'avenir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-bas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas plus de parties prenantes en Antarctique? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent en Antarctique. Elles sont plus réparties. Là, c'est un océan entouré de terre. Il y a des propriétaires, des riverains qui veulent garder la main. Ils sont en train de garder la main. Je dis, ils ont raison par rapport à eux. Oui, ils ont raison par rapport à eux. Ils veulent garder la main. Vous seriez à leur place, vous diriez non, pas... Dans le sud, les riverains, à travers le Pacifique, ça va loin, quoi. Il y a toute l'Amérique du Sud. Enfin voilà, ouais. Il y a une puissance dont on n'a pas tellement... Enfin, si Thierry en a parlé un peu, les Chinois. Parce qu'ils veillent au grain, ils ont besoin de ressources, ils ont le temps devant eux, donc ils sont présents pour regarder tout ce qui se passe. Enfin, et puis c'est le débouché, Thierry l'a bien dit, hein, tous les ports chinois, ils sont au nord, et donc les Chinois veillent au grain. Et alors, il y a une chose intéressante, il y a une organisation arctique qui est non contraignante, c'est le Conseil arctique. Et il y a les pays riverains, et il y a 3 pays non riverains, c'est-à-dire l'Islande, la Finlande et la Suède. Donc ils sont 5 riverains plus 3. Et ils accueillent de temps en temps, à vie évidemment, des pays observateurs. Et ces pays observateurs, ils viennent d'accueillir en 2013 comme pays observateurs, ce qui suppose quand même qu'on soit au courant de tous les débats, etc. Ils n'ont pas le droit de parler. Donc la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, Singapour. Et je regardais ce qu'ils font et quels sont leurs projets en Arctique. C'est quand même loin, hein, même si la Chine a quand même un brise-glace. Eh bien, elle va en avoir un second, il y en a un second en construction. Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils exportent leur secteur d'excellence. Singapour, c'est évidemment les aménagements portuaires et c'est la finance. La Corée du Sud, c'est la construction de très grands bâtiments marchands ou de très très grands bâtiments. La Chine, elle a une vision globale de l'Arctique parce qu'elle a les moyens et elle prend pied. Voilà, elle prend pied pour l'avenir, c'est l'assurance pour l'avenir. Et ainsi de suite. Ils exportent leur secteur d'excellence. Et le Japon les exporte, par exemple, ses connaissances scientifiques. Donc les pays asiatiques, après tout, ils ont le droit d'être observateurs. On s'en étonne, mais ils ont le droit d'être observateurs au Conseil arctique, comme la France l'est depuis un certain nombre d'années, comme d'autres pays européens le sont, mais l'Union européenne ne l'est pas. Et Laurent a très bien dit, l'Union européenne, elle a demandé à être membre observateur permanent. Et ça a été refusé en 2013. Pourquoi? Les phoques. Les phoques, parce que notre législation européenne dit on n'importe pas de peau de phoque ou d'huile de phoque, enfin de tous ces produits provenant du phoque. Ça les a traumatisés là-bas. J'en ai entendu parler sur la plage devant les villages inuits. Hein.
Ah, les Canadiens sont nos grands adversaires à ce propos-là. Ils ne veulent pas que l'Union européenne dans le cancer arctique. Mais la France, oui. On ne se rend pas compte de ça, mais... Non, on ne se rend pas compte de ça, mais oui, pour nous, c'est résiduel. Ouais. Et justement, des phoques, est-ce qu'il en reste? Des phoques? Oui. Il y en a beaucoup trop. Ah bon? Ouais, des phoques, c'est une catastrophe. Comme les kangourous, en fait. C'est une catastrophe, les phoques, il y en a même devant chez moi en Bretagne, et ils bouffent tout le poisson. Et ça, on n'en parle jamais malheureusement, mais là-bas c'est pareil. Parce que, voilà, il y a trop de phoques, quoi. Il y a moins de chasse qu'avant, c'est la réalité scientifique, hein, il y en a trop. Donc ça perturbe, le fait qu'on les chasse moins, ça perturbe le cycle général, etc. Donc la législation en Europe, elle est faite à partir d'une photo... Ben, elle est faite par des gens qui ont le pouvoir médiatique et pas le pouvoir scientifique, mais je peux vous dire que moi je viens du Nord-Bretagne, les phoques, j'en ai devant chez moi. Hein. Et ils bouffent le poisson, que ce soit à Ouessant, à Molène, dans l'archipel de l'Iroise, des phoques, il y en a partout. Pour revenir à la photo entre l'Arctique et l'Antarctique, bien sûr, on tient compte de la taille des continents qui ne sont pas les mêmes, on a le même phénomène en Antarctique? Alors, ce qui se passe, c'est que vous parlez des icebergs, ils viennent en fait du Groenland, hein, qui est une île. Ouais. Et comme vous l'avez vu, l'Antarctique est un massif terrestre qui culmine à plus de 5000 mètres, je crois plus de 5000 mètres de hauteur, et c'est un massif énorme. Et un bloc, au début de l'année, vient de se détacher, l'Arsen C, vient de se détacher d'Antarctique, après d'autres icebergs, et il a la taille, la superficie plutôt, de la Corrèze. Et il fait 200 mètres de haut, et d'après les spécialistes, j'ai vérifié pour vous il y a 2 ou 3 jours, il fait à peu près en profondeur, sous la mer, sous-marin, il y a 200 mètres aussi d'épaisseur. Donc ce sont alors il est en train de voyager, il va finir par fondre, mais les icebergs, ça vient d'ailleurs le Titanic, il était près de Terre-Neuve quand ouais. les icebergs, ils viennent, tandis que la banquise, elle fond, mais elle se transforme en eau de mer, puisque c'est de l'eau de mer glacée. Simplement l'eau de mer qui est gelée, glacée, à l'état de glace. Ce qu'on ne sait pas trop pour l'Antarctique, j'avais jamais réfléchi à ça, mais je l'ai découvert, c'est que quand il n'y aura plus de glace, si un jour il n'y a plus de glace, ça va monter de 1000 ou 2000 mètres. Parce que la Terre est sous pression de quantité phénoménale de glace. Même chose pour les Groenland. Oui, même chose pour les Groenland. Ouais. Il y a 3 km. Il y a beaucoup. Ah, je n'ai plus l'épaisseur, je ne sais pas. Mais effectivement, elle se démembre, des blocs se détachent. Alors, vous savez, c'est l'histoire du glaçon dans un verre d'eau. La banquise qui fond, s'il n'y en a plus du tout en été, ça ne fera pas faire monter le niveau de la mer. Hein, ça ne joue pas. Mais en revanche, pour les glaciers qui se détachent du Groenland ou de l'Antarctique, à la longue. Et on a dit que si un jour toute la partie glacée de l'Antarctique était fondue, ça ferait élever le niveau de la mer de je ne sais plus combien de mètres. Parce que là, c'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau douce. Quelqu'un d'entre vous a évoqué un phénomène tout à l'heure qui est tout à fait intéressant, c'est que à travers la glaciologie de l'Antarctique, pas de l'Arctique, parce que c'est très profond, on va trouver l'histoire de l'humanité depuis extrêmement longtemps. Hein. Puis on en est à 1 million d'années, où on peut analyser l'air à travers des carottes de glace, puisque à X, voilà, on sait et on analyse l'air, donc on sait reconstituer le climat de la Terre jusqu'à il y a 1 million d'années, et bientôt on sera à 2 millions d'années, et c'est un Français, Claude Lorius, le glaciologue, qui a découvert ça dans les années 50-60 et qui a travaillé sur ces sujets. Donc on continue, on va continuer à faire des découvertes, et c'est intéressant pour étudier les cycles climatiques. Pour l'instant, on est en plein dans ce sujet-là, et les Français sont... Pardon ? Il n'y a pas toujours eu de la glace en Antarctique. La glace, elle s'est accumulée, et donc on descend et on sait dire que, je sais pas, à 1000 mètres, c'est l'année moins 1 million. Tant qu'on va avoir de la glace, tant qu'on n'est pas sur la roche, on remonte le temps. On remonte le temps. Pour l'instant, il y a toujours de la glace. Hein. On est à moins 1 million d'années, et il y avait de la glace. Et le Groenland, ça veut dire Greenland en anglais évidemment, mais c'est la terre verte. Et
les Islandais ont beaucoup aidé les expéditions Éric le Rouge vers le Groenland, et quand ils sont arrivés il y a 1000 ans, il y a 2017, oui, donc il y a 990, 980. Il y a 1000 ans, eh bien, il y avait des cultures, ça on en est sûr, il y avait des cultures avec la terre, des cultures, de l'agriculture. Donc vous voyez, j'espère que ça vous a intéressé, mais c'est un peu exotique. Hein.